Alors, mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre sur B1 pour cette grande édition. Nous commençons par la primature. S'agissant de la bonne gouvernance, sachez que les responsables du secteur économico-financier ont ce matin réfléchi sur la bonne marche de la production et de l'exploitation minière à travers des taux de croissance qui se rapprochent des prévisions. Ce n'est pas tout. L'emballé des prix est hors question en cette période de festivités de fin d'année. C'est un reportage de Bibi Chungoua. À presque un mois et demi de la fin de l'année 2013, les batteries s'activent en vue d'examiner la situation économico-financière du pays. Après analyse, des indicateurs restent au vert avec 8,1% du taux de croissance, se rapprochant de l'objectif de 8,2% pour l'année 2013. Pas de questions particulières, sinon un constat sur la bonne tenue de l'économie nationale, à la fois en ce qui concerne l'économie réelle, c'est-à-dire la production, qui indique d'ailleurs qu'à fin septembre, le taux de croissance peut être estimé à 8,1%, ce qui nous rapproche de plus en plus de l'objectif de 8,2% pour 2013. Et au vu de l'évolution de la production, notamment, nous avons ferme espoir qu'on atteindra ce taux de 8,2% à fin décembre 2013. Autre constat reluisant, c'est celui qui s'illustre avec la stabilité des prix sur le marché et aussi la possibilité de terminer l'année avec un taux d'inflation générale qui ne dépassera pas 1%. Et en termes d'investissement, sachez que l'ambassade de Belgique en RDC tient depuis ce lundi un séminaire sur la mission économique et commerciale des hommes d'affaires belges en RDC, évoluant dans divers secteurs, et ils ont consacré la matinée d'aujourd'hui à la rencontre des potentiels partenaires congolais, tant du secteur privé que du public. L'assainissement progressif du climat des affaires en République démocratique du Congo attire bon nombre d'investisseurs. La mission économique et commerciale des décideurs et hommes d'affaires belges, ouverte ce lundi à Kinshasa, le prouve avec déjà des projets d'investissement, notamment dans les secteurs du transport, de l'énergie, la logistique et infrastructure. Là, je vais visiter la centrale d'Inga, où là, il y a également la réhabilitation d'une des centrales de Inga. Donc, évidemment, il y a la centrale de Mobaye-Mbongo, il y a à l'Équateur. Donc, il y a beaucoup de projets pour lesquels nous sommes en cours d'expertise. Mais écoutez, c'est une mission qui fait suite à une première mission que nous avons personnellement conduite en Belgique. Nous avions à cette occasion lancé un appel vibrant à tous les opérateurs économiques belges qui voudraient bien investir en RDC, de venir pour développer ces pays, particulièrement dans le secteur des transports. La coopération décentralisée ville-province de Kinshasa, région de Bruxelles, dans le secteur de transport, vient renforcer les liens des deux capitales, tissés d'un cordon ombilical séculaire. C'est très important, d'autant plus que c'est l'occasion de partager les expériences de deux villes, et particulièrement le savoir-faire de la région bruxelloise dans le secteur des transports. Nous sommes en train de réorganiser ça avec notre programme d'action prioritaire dans le secteur routier. Pour nous, RVA, c'est une bonne initiative des autorités belges et des autorités congolaises, que cette expérience que détiennent les entreprises belges viennent nous accompagner dans la réalisation de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui dans tous les aéroports du Congo. Le renforcement du port en eau profonde de Banana, l'implantation des traverses des chemins de fer à Kinshasa avec plus de 50 km de tramway, autant de projets repris dans les agendas d'investisseurs belges. Après Kinshasa, la délégation prendra le large pour Kisangani et d'autres villes avant de clore ce périple le 20 novembre prochain. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, initialement prévu pour ce lundi, la signature de l'accord de la fin des pourparlers de Kampala vient d'être reportée à une date ultérieure pour cause. Le dispositif, notamment sur la dénomination, n'a pas été d'accord avec la partie rebelle. Kinshasa ne veut pas entendre parler d'un accord, mais plutôt d'une simple déclaration. Toutefois, 10 mois de négociations et beaucoup des nuits blanches qui ont ainsi permis d'aboutir à 11 articles
articles sur lesquels les deux parties se sont entendues. Qu'à cela ne tienne, accord ou déclaration, c'est la République démocratique du Congo dans son ensemble qui a obtenu la victoire avec la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'est en principe ce lundi que la délégation congolaise et celle du M23 devraient signer un accord de paix à Kampala, capitale ougandaise. Après 10 mois de négociations ardues et une offensive remportée par les FARDC, les deux parties devraient enfin signer un document qui donne les grandes lignes qui devraient mettre sur pied le mécanisme de réinstaurer la paix dans la partie est du pays. Du côté du gouvernement congolais, on affirme qu'il s'agit là d'une formalité. À Kinshasa, côté opposition et majorité, il n'est pas question de signer un quelconque accord avec ce mouvement rebelle déchu. Cela constituerait une trahison à la nation congolaise. Les politiques congolais s'attendent plutôt à une déclaration de reddition du M23. Des surprises et des négociations de dernière minute sont encore possibles, notamment sur les 1600 rebelles que l'Ouganda affirme avoir accueillis sur son territoire, tout comme sur la qualification même de cet accord, déclaration ou accord de paix. Également à noter l'engagement du gouvernement congolais à adopter très vite une loi d'amnistie générale pour faits de guerre et crimes insurrectionnels. En revanche, contrairement à ce que stipulaient des accords de paix précédents, l'amnistie de toute personne accusée de crimes de guerre, crimes contre l'humanité ou crimes sexuels sera exclue. Tout compte fait, cet accord doit formaliser l'engagement des rebelles à cesser leur insurrection dans la province du Nord Kivu. Retour à Kinshasa avec cette action sociale. Les habitants de Malueka ont bénéficié des produits. Il s'agit notamment de quelques biens matériels aratoires ainsi que d'autres biens qui leur ont été offerts par l'élu de la Lukunga, la députée nationale Jolie Kenda. C'est un reportage rendu par Steve Mbouy. Venir en aide à son prochain, c'est le geste que vient de poser cet élu de la Lukunga. Jolie Kenda, député national et membre du MSR, a tenu à mettre en application les idéaux de son parti politique, se basant sur l'amélioration des conditions sociales des Congolais. C'est dans cette optique qu'elle a ainsi offert un don de matériel aratoire aux femmes maraîchères du quartier Malueka dans la commune de Ngaliema. Le MSR s'emploie au social de la population congolaise et surtout à l'autonomisation de la femme maraîchère. Nous avons commencé à distribuer ces outils aratoires depuis très longtemps dans presque tous les sites de Kinshasa. Et aujourd'hui, nous venons de terminer vers le site Lukunga. Donc, je pense qu'avec ça, le MSR remplit son contrat social. Ces nouveaux matériaux vont ainsi améliorer les conditions de travail de ces femmes maraîchères qui ont longtemps exercé avec beaucoup de difficultés. Nous laborions nos champs avec nos mains sans matériel. Jolie Kenda nous vient en aide aujourd'hui avec du matériel. Nous ne pouvons qu'être contentes. Je suis veuve. J'ai élevé mes enfants toute seule. Ils sont tous aujourd'hui universitaires. Avec ce geste posé aujourd'hui, je me sens plus forte de continuer avec cette activité. Je suis contente, mais aussi si elle pouvait nous trouver des espaces où nous pouvons faire nos champs, car là nous les faisons dans des parcelles et des jardins. Si elle peut nous trouver des espaces, nous serons satisfaits davantage. Cet élu de la Lukunga ne compte pas s'arrêter là et promet de militer davantage pour que le social du Congolais et de la femme en particulier soit meilleur. Direction maintenant le Kassa occidental. Les élèves du village Ntambwe Chintankou peuvent désormais apprendre dans des bonnes conditions. Après 36 ans de calvaire sous les hangars exposés aux intempéries, ils ont été cette fois-ci récompensés par une école. Poursuivre ce jour. C'est une ambiance de week-end toute particulière qui règne au village Ntambwe Chintankou dans les territoires de Djibaya. La présence d'Alex Kandemou-Pompa, gouverneur du Kassai occidental, ovationné ici par une foule nombreuse, n'est pas vain. Il vient ici inaugurer l'école primaire Moussa, malgré la
ces villages. Écoles construites sur fonds de la Banque mondiale à travers les fonds sociaux de la République. Sur ces lieux, les enfants ont évolué 36 ans durant dans des hangars, faisant semblant des salles de classe. Les dieux de la révolution de la modernité ayant sonné à la porte de ces grands groupements de Bachila Kassanga, voilà un bloc de 6 salles au standard international équipé en bancs pupitres, un bloc administratif avec mobilier et des sanitaires. Les travaux ont été lancés en juillet 2012. Exécutés par l'entreprise Makiga en partenariat avec l'ONG Dikoudilenga, ces travaux ont coûté 107 000 $ américains, a précisé le chef d'antenne du Fonds social Kasaï occidental. Voilà ce qui a motivé la satisfaction du gouverneur du Kasaï occidental qui a rendu hommage mérité au chef de l'État Joseph Kabila Kabange. L'inauguration de l'école primaire Moussassa intervient à un moment historique de notre pays. Les vaillants soldats de nos forces armées ont anéanti les rebelles du M23 en les boutant hors du territoire national. Je ne peux passer cette occasion sans rendre un hommage mérité au président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange. Alex Kandé a invité les bénéficiaires à faire bon usage de cette nouvelle école. La révolution de la modernité est visible même au fin fond du Kasaï occidental. Ils sont en formation, les membres de la société civile et ceux des médias, sur la lutte contre la corruption. Les organisateurs veulent que cette rencontre puisse aboutir à des pratiques sur le terrain. Après avoir mené un travail d'évaluation des stratégies mises en place par la République démocratique du Congo en ce qui concerne la lutte contre la corruption, il a été démontré une certaine faiblesse de la société civile sur les sujets de la lutte contre la corruption. Pour pallier ce déficit, Open Society Initiative for Southern Africa organise depuis ce lundi une session de formation à l'intention des organisations de la société civile et des médias sur le suivi des accords régionaux et internationaux signés par la RDC en matière de lutte contre la corruption. On a également constaté qu'il y avait plus une tendance à la dénonciation qu'une vraie tendance à l'analyse, une analyse technique, qui pourrait faire de la société civile un vrai canal de dialogue avec les institutions publiques sur ces questions-là. Vous savez que c'est quelque chose que nous soutenons beaucoup. Nous croyons qu'il est important que les citoyens participent à la construction de la société, et c'est là l'ADN de notre institution. Le choix porté sur la société civile et les médias se justifie au regard du rôle qu'ils jouent au sein de la société, notamment celui de sensibiliser et de mobiliser la population, ainsi que d'interpeller le gouvernement. On s'attend à l'issue de cette formation que les acteurs de la société civile agissent avec plus de technicité sur les questions de la lutte contre la corruption, que leur capacité d'analyse s'accroisse et que ceci étant, ils soient en mesure de confronter avec plus d'efficacité le fléau de la corruption, parce que c'est un vrai fléau en Afrique, c'est un vrai fléau pour notre sous-région, c'est un vrai fléau pour la République démocratique du Congo. Le gouvernement ainsi que les parlementaires accompagnent aussi ça tout au long de cette session, étant donné que cette structure se focalise sur la promotion des pratiques démocratiques. Tout immeuble qui menace la vie des populations sera démoli sans condition. Telle est la décision qui a été prise par le gouvernement, et pour lier la parole à l'acte, le dispositif a été mis en place depuis ce lundi à Barambou pour démolir l'immeuble des 3 étages qui a menacé de s'écrouler le 21 octobre dernier. Élisée Bilonda était sur place, elle nous fait le point dans ce reportage. Le gouvernement ne ménagera aucun effort pour restaurer l'autorité de l'État dans les secteurs urbains. Pour toute bâtisse érigée sans tenir compte des normes urbanistiques, la seule solution reste désormais la démolition. Nous sommes dans la commune de Barumbu, au quartier Bon Marché, où il y a quelques semaines, cet immeuble de 3 étages avait menacé de s'écrouler. Voilà qu'aujourd'hui, le dispositif est mis en place pour faire écrouler ce bâtiment avant que le pire n'arrive. Cette décision a été prise après le passage du ministre en charge de l'urbanisme, Fridolin Kassochi Moussoka, en compagnie de son collègue des affaires foncières,
Ngabila. L'armée qui supervise cette opération des démolitions a même élu domicile à cet endroit jusqu'à ce qu'elle prenne fin. Pour éviter l'embrasement de tous les quartiers, on a préféré procéder par la destruction progressive. Donc, dans un premier temps, nous allons stabiliser. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Après la stabilisation, on va procéder par la destruction. La population environnante ne peut que se réjouir de cette démarche entreprise par le gouvernement. C'est une bonne chose que le gouvernement ait décidé de démolir cet immeuble. Le ministre de tutelle Fridolin Kassushi-Musoka et son collègue des affaires foncières Robert Mbouingabila sont descendus sur place en compagnie de la ministre provinciale de l'urbanisme, question de s'assurer que tout est mis en place pour que la démolition commence bel et bien demain mardi. Pendant qu'on démolit les constructions anarchiques, les travaux de modernisation sur l'avenue Bypass évoluent à pas des géants. On en est à l'asphalte. Le ministre des tutelles Fridolin Kassushi l'a visité ce lundi. C'est un véritable ouf de soulagement pour les habitants de Bypass et de tous les usagers de cette route. Après plusieurs mois de calvaire, à endurer la poussière pendant les travaux de modernisation sur cette artère, l'heure est aujourd'hui à l'asphaltage, à la grande satisfaction de tous. C'est une occasion pour chacun d'exprimer sa gratitude à l'initiateur de la modernisation du pays, le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. C'est un sentiment de joie de voir notre avenue asphaltée, dit cet homme. Nous sommes très contents car il n'y a plus de poussière et nous remercions le gouvernement, ajoute cet autre. Fridolin Kassushi-Musoka, ministre de tutelle, ne peut que s'estimer heureux devant l'aboutissement de ce projet. 450 mètres du côté droit ont déjà été asphaltés et ceci va se poursuivre. Question de redorer l'image de l'avenue Bypass. La route ici, telle qu'on l'a prévue là, on va la moderniser jusqu'à Mitendi, avant d'entamer la voie du Bas-Congo. De là, le ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme, Habitat, Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction poursuit son inspection sur le pont cadre de Banounou. La pose de poutres terminée, l'on procède actuellement au remblayage et à la construction du mur de Perret pour stabiliser les talus. Ce journal se poursuit avec le sport. 24 heures après le derby quinois, le président de la section du foot du Daring Club, Motema Pembe, a fait la lecture de cette rencontre. Il est au micro de Candice Nzolatima. Je m'attendais à 2-0, mais dans le sens inverse. Je pensais que c'est nous qui allions gagner. Une défaite, c'est jamais un plaisir. Les équipes, lorsqu'elles vont sur le terrain, c'est pour aller gagner. Je ne connais pas une équipe qui va sur le terrain pour aller perdre. Malheureusement, nous n'avons pas eu de réussite dans la conclusion. Si nous avions pu, pendant la première mi-temps, marquer le premier but, je pense que ça aurait réellement perturbé l'adversaire et nous aurions pris le dessus. Malheureusement, à la deuxième mi-temps et très tôt dans la deuxième mi-temps, c'est l'adversaire qui a pu bénéficier de d'un petit moment de flottement et de distraction dans le chef de notre équipe. Nous étions conscients de la qualité de jeu de nos adversaires. Nous avons pu étudier les matchs qu'ils ont eus précédemment avant nous. Nous étions préparés. On avait réussi à mettre en place un beau jeu quand même. Le travail a été bien structuré au début. Nous allons devoir travailler là-dessus sur comment, lorsque l'on encaisse Le sport toujours, Mazembe V Club reste encore invaincu. Après 3 journées, l'équipe vert noir a dominé son éternel rival, le vert et blanc de Kinshasa, sur la marque de 2-0 au stade de Martyr et à Lubumbashi. Mazembe a réalisé un sans faute face à Saint-Éloi Lupopo sur le score de 1-0. C'est un reportage de Patrick Osomba rendu par Steve Mbouy.
Comme prévu, les deux derbys de la Ligue nationale de football ont bien eu lieu ce week-end dans 2 sites choisis par l'organisateur. À Kinshasa, au stade des Martyrs de la Pentecôte, le Daring Club Motema Pembe s'opposait à l'association sportive Vita Club en match comptant pour la 3e journée du championnat de Ligue en RDC. Les gradins remplis par les supporters des deux clubs venus soutenir leurs équipes. Dès l'entame de la rencontre, le Dessin-Paix s'offre quelques occasions qui ne seront pas transformées en but. Mais première période presque timide, sauf quelques ratés de part et d'autre. De retour sur la pelouse, c'est l'AS Vita qui s'illustre à la 51e minute par Mumbele, ouvrant ainsi le score pour les teams verts noirs 9 minutes plus tard. Et Tekama amorce la marque à la 60e minute de jeu. Le Dessin-Paix tentera ainsi de revenir au score, toujours cette maladresse sur la ligne offensive. Score final 2-0 pour l'AS Vita. Oui, bon, en fait, la désolation, ce sont les 2 buts. Je pense, dans l'ensemble, c'est un très bon match pour mon équipe. Et on n'a pas été suffisamment concentré sur les 2 actions de but. On savait que le club a des joueurs de qualité sur les côtés. Et puis Tekama qui s'est bien coupé au premier poteau. Donc c'est un manque de vigilance. C'est une question d'expérience. Mais je crois que dans l'ensemble, c'est un très bon match. On savait que le Daring mettait beaucoup de pression en début de match. Donc on a naturellement subi sans être en danger outre mesure. Ensuite, à la mi-temps, on a tout rectifié. On a rectifié et puis on a eu une meilleure maîtrise au milieu du terrain, ce qui a fait qu'on a pu gagner ce match. Je tiens vraiment à rendre hommage au Daring qui nous a proposé une opposition très coriace. On a pu avoir une belle image du football congolais. Dans l'autre derby de la capitale du cuivre, le tout-puissant Mazembe a pris le dessus sur le Saint-Éloi Lupopo en l'emportant sur la courte note de 1-0. La réalisation de cette rencontre porte la griffe de Trésor Mputu à la 79e minute. Merci de nous suivre à Lubumbashi au Katanga. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition.